d'ailleurs avec notre cher présentateur Étienne sur les phobies d'impulsion. Des choses qui devaient peut-être nous tous traverser l'esprit, donc de nous défoncer la tête de quelqu'un d'innocent, sans aucune raison, pour le plaisir. Ok. Pour mon plaisir. Écoute, chacun ses petits plaisirs. Mais en tout cas, si tu veux nous lire, nous raconter ton histoire, on t'écoute avec attention. D'accord, merci. C'est jeudi, normalement je me réveille à 7h, mais aujourd'hui, comme tous les jeudis, je démarre le travail à 9h, donc mon réveil sonne à 7h30. C'est grâce maths. À cette période de l'année, c'est une demi-heure qui compte énormément. Je n'ai pas encore ouvert les yeux que je sens déjà sur mon visage la douceur d'un rayon de soleil qui s'est faufilé entre mes volets pour trouver son chemin jusqu'à moi. J'ouvre les yeux, j'en veux plus. Je pose mes pieds nus sur la laine de ma descente de lit, c'est comme un nuage. Et je vais ouvrir les volets. Je me laisse envahir par l'air frais et la lumière de ce matin de septembre. Je baisse les yeux et ouvre mes oreilles pour profiter de l'animation de la rue. Du fourmillement de tous ces gens qui se sont levés un peu avant moi. Le bus fait une manœuvre pour dépasser un camion de livraison arrêté devant l'épicerie asiatique. Un homme de cravate crie dans ses écouteurs. Il a déjà commencé sa journée de travail. Un petit garçon joue avec une figurine juste sous ma fenêtre. Quelques mètres plus loin, son père discute avec la gardienne. Il est distrait, il ne quitte pas son fils de son regard aimant. Sur le rebord de mon balcon, bien enraciné dans un pot de terre, mon fuchsia tire un peu la tête. Je fais quelques pas vers ma table de nuit, je prends ma bouteille d'eau, laisse le bouchon et retourne au balcon. Je pose une main sur le pot et de l'autre, je verse doucement de l'eau sur les feuilles. Mon regard est dévié vers l'enfant, qui joue juste en dessous. Il est absolument adorable. Et si je poussais le pot de fleurs dans le vide? Maintenant. Il tomberait droit sur le crâne du petit garçon, il le tuerait sur le coup, je serais une meurtrière, une tueuse d'enfants, son père verrait le pot tomber mais il est trop loin, il ne pourrait pas l'arrêter, il verrait simplement son fils mourir avant de se précipiter vers lui, il lèverait les yeux pour voir d'où venait le pot et il verrait que c'est moi qui l'ai tué. Je verrais dans son regard toute la détresse d'un homme qui voit son fils mourir sans rien pouvoir faire. Ce regard, je le verrai encore à mon procès et toute ma vie, en prison, enfermé pour un meurtre d'enfant. Ma vie serait un enfer et il suffirait pour ça que je pousse ce pot de fleurs. C'est un geste si simple, si court, si immédiat. Comment je pourrais l'empêcher? Ça arriverait par accident, malgré moi, avant même que je puisse m'y poser. Je saisis le pot de fleurs, je me tourne dos à la fenêtre et je le projette sur le mur en face de moi. Il s'éclate sur le cou. La terre et mes si beaux fuchsias sont répandus sur le parquet. Je retourne à la fenêtre et me penche pour mieux voir. Le papa a pris la main du petit garçon et l'emmène à l'école. Il tourne au coin de la rue. Je l'ai pas tué. Je tombe assis contre le mur, les yeux rivés sur mon fuchsia, et je me mets à pleurer. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, et je souffre de phobie d'impulsion. C'est un problème médical, je vis constamment dans la peur que je puisse faire mal aux autres ou me faire mal. À tout moment, une pensée comme ça peut surgir dans mon esprit et prendre toute la place, et j'ai l'impression que je ne pourrai pas m'en sortir. J'ai l'impression que c'est une fatalité, que je n'arriverai pas à ne pas me scarifier, à insulter ma patronne, à tuer un enfant. La phobie d'impulsion, c'est comme un TOC, des obsessions qui me bousillent l'esprit. Mais c'est sans danger. Il n'y a absolument aucune corrélation entre phobie d'impulsion et passage à l'acte. Un médecin me verrait simplement bugger la main sur mon pot de fleurs, juste au-dessus du gamin, et dirait c'est un problème, qu'il y a 0% de chance que je le lâche. Il y a des études sur la phobie d'impulsion. Ils savent ce que c'est, et c'est bien connu. Donc quand je vais voir le médecin, il me rassure beaucoup. Mais c'est rassurant en théorie. Quand je me fais rattraper par une phobie d'impulsion, c'est impossible pour moi de croire que je vais pas le faire. Alors je développe des stratégies pour éviter ce genre de situation. Par exemple, si mon pot de fleurs m'obsède, alors je m'en débarrasse comme ça. Peu importe si ces fuchsias m'apportaient tous les matins un bonheur unique. Et j'ai des compulsions de vérification. D'aller toujours m'assurer que j'ai pas fait un truc horrible. Ça sape ma confiance en moi. J'ai l'impression d'être horrible. Ça aussi, les médecins disent que c'est caractéristique de la phobie d'impulsion. On m'a recommandé de résister à ça, à l'évitement, à la compulsion de vérification. J'essaie, je fais de mon mieux, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On m'a aussi prescrit des médicaments, un genre d'antidépresseur, mais je sens pas que ça marche si bien. Parfois, je suis obsédée par la pensée que je vais les remplacer par des gélules de sucre, que ça va m'empêcher de guérir. Du coup, je suis en permanence, plusieurs fois par jour, à vérifier que j'ai les bons médocs, alors que de toute façon, ils marchent pas vraiment. Je reprends mon histoire.
On est toujours jeudi, j'ai nettoyé le fuchsia, je me suis assurée qu'il ne reste plus le moindre tesson de terre cuite par terre avant de sortir ma fille du lit à barreaux pour la laisser ramper partout dans l'appart. Elle s'appelle Ophélie, elle a 1 an, c'est un bébé absolument parfait. Et quand je vous dis ça, vous allez dire que je le dis parce que c'est ma fille. Et c'est vrai que c'est ma fille, et que si elle n'était pas parfaite, je vous dirais quand même qu'elle est parfaite. Mais là, en l'occurrence, elle l'est. Elle mange de tout, elle fait ses nuits depuis qu'elle est née. À la crèche, les puéricultrices me remercient à chaque fois que je la dépose. Je sais pas ce qu'elle fera quand elle sera grande. Je suis pas pressée. Je veux pas lui mettre la pression, mais ça va changer la face du monde, ça, il n'y a aucun doute. Bref, j'insiste pas. Ophélie est sur sa chaise haute. Elle mange son petit pot toute seule, sans aide, parce que c'est le meilleur bébé du monde. Et moi, je la fixe comme une mère complètement folle, mais bon, j'y peux rien. Je viens de me faire un café, je le porte à mes lèvres, je le baisse tout de suite. Il est bouillant. Et si je le versais sur ma peau? Il déborde presque. Si juste j'inclinais un tout petit peu la tasse, il coulerait sur ma peau de mon bras et la brûlerait au premier, peut-être au second degré. Je vais avoir tellement mal, je vais hurler, ça fera quand même pleurer Ophélie, alors qu'elle pleure jamais. Mais quelle folle, j'en peux plus. Pourquoi je pense à me scarifier avec du café bouillant? C'est quoi mon problème? J'ai bu mon café jusqu'au bout. Pas de stratégie d'évitement. J'ai mis des manches longues, pas de compulsion de vérification. Le docteur serait fier de moi. Je progresse, ça fait du bien. J'ai aussi habillé Ophélie, même si bon, elle s'habille quasiment toute seule, et on sort de l'appartement. Dans la cage d'escalier, à l'étage du dessous, on croise la vieille voisine chilienne. Elle est adorable. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle s'est battue contre la dictature de Pinochet avec ses enfants. Ça s'est pas bien passé. Ses enfants ont été arrêtés et assassinés, et elle a dû s'enfuir avec son mari. Ils sont arrivés en France. Elle a bossé comme femme de ménage, lui comme couvreur, et il est mort sur un chantier quelques années après leur arrivée. Elle s'est débrouillée toute seule. Une super brave femme. Comme elle a personne, ça lui fait plaisir de s'occuper d'Ophélie des fois. Je vais la tuer. Oh putain, non, j'en suis sûre. Elle va m'inviter à prendre un café, on va aller chez elle, elle va fermer la porte, et quand elle se retournera, je vais lui éclater le crâne avec la petite statue en pierre de la Vierge Marie qu'elle a dans son entrée. Oh non, non, pourquoi je ferais ça? Mais quelle horreur! Rien ne m'en empêche. Elle a personne, elle va pourrir des jours chez elle avant que quelqu'un la rouvre. Elle a survécu à la dictature, au deuil, à l'exil, et elle va mourir des mains de sa voisine pour rien, juste pour avoir été trop gentille. Quelle horreur! Non! Pitié, non! Je dépose Ophélie à la crèche. Les puéricultrices me serrent la main. Elles me remercient. Je vais au travail, je prends plus la voiture, c'est trop dangereux. À tout moment, je pourrais décider de faire un écart, faucher quelqu'un. Ça va trop vite, vaut mieux pas. À la plage, je prends le métro. Il est bondé, on est les uns sur les autres, mon dos est coincé contre la barre, et mon visage est à quelques centimètres d'un type, il a l'air dégueu. Il pue de la gueule, c'est un enfer, ça pique le nez. Ah, non. Et si je l'embrassais? Là. Maintenant. Une grosse galoche, ma langue dans sa bouche qui pue l'asticot. L'horreur, c'est inéluctable, on est limite nez contre nez là. Oh non, devant tous les autres passagers, en plus comment ils vont me regarder s'ils me suivaient après? Ça fait 3 fois d'affilée qu'une phobie d'impulsion vient et passe, que j'évite pas, et que j'ai pas la nécessité de vérifier que j'ai rien fait de grave. C'est cool. Bonne journée. J'arrive au salon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis esthéticienne. J'adore rendre les gens beaux. J'aime les voir se regarder en sortant et aimer ce qu'ils voient. Je suis dans la salle Sérénité avec une cliente, je lui coupe les ongles évidemment. Ça revient. Merde, pas encore, mais si je lui arrachais un ongle? Plutôt que de couper, je serre, je tire d'un coup sec, ça pisserait le sang. L'esthéticienne de merde qui torture ses patients, j'en peux plus de moi, j'en peux plus. Après le déjeuner, on prend le café au salon avec ma collègue Cassiopée. Enfin, elle prend un café, moi non. Faut pas déconner quand même. Je repense à ma cliente du matin. C'est comme disait le médecin, les phobies d'impulsion, ça sape ta confiance en toi. Mon travail, j'en suis fière, je le fais bien. Mais si à tout moment je peux arracher un ongle, brûler un pubis à la cire ou crever un œil avec le manche d'un couvre-cils, personne voudrait me confier son corps. Je demande alors à Cassiopée. Tu penses pas que je serais capable de faire du mal exprès à une cliente, si? Non, à 100% non. Enfin, 80% maintenant que tu m'as posé la question. Non, à 100% non. Enfin, 80% maintenant que tu m'as posé la question. Je suis en train de ruiner ma carrière. Puis elle réenchaîne. D'ailleurs, c'est allé ce matin avec Madame Tissot? J'ai cru l'entendre crier un peu. Oui, c'était juste les ongles. Et en regardant mon bras,
Attends, t'as quoi au bras là ? Quoi, rien ? Mais si, montre, t'as comme une brûlure là ! Et moi en fuyant, non, j'ai rien, arrête ! Je remonte ma manche sur mon avant-bras. Elle a failli me donner une compulsion de vérification, mais je craque pas. Faut que je guérisse, Cassiopée, merde ! Je vois encore quelques clientes. Elles sont un peu douillettes, mais ça va. En partant, je passe par la cuisine. On a encore une cuisinière à gaz. Je la fixe. J'arrive pas à détourner les yeux. Et si je laissais le gaz ouvert ? Non, il faut pas, si je laisse le gaz ouvert, je sais ce qui va se passer. Cassiopée va arriver la première demain matin, elle a plus d'odorat depuis son Covid. Comme tous les matins, elle va aller direct dans la cuisine, ouvrir la fenêtre, allumer sa clope. Oh non, elle va tout faire péter dans l'immeuble, tout ça parce que j'ai laissé le gaz. Oh non, faut que j'arrête, stop, c'est qu'une obsession. C'est décorrélé du passage à l'acte. Je sors du salon, je ferme la porte derrière moi. Est-ce que j'ai bien laissé le gaz éteint ? Je tourne la clé dans l'autre sens, j'ouvre la porte, je m'arrête. C'est bon, je suis pas une psychopathe. C'est juste un toc, j'ai pas ouvert le gaz. Je descends. Je vais chercher Ophélie à la crèche. Les puéricultrices me racontent sa journée. Elles sont aux anges. Elles me demandent si je suis sûre de pas vouloir la laisser. Je rigole, mais je sens qu'elles rigolent à moitié. Elles me font promettre de la ramener demain. Je leur promets. Je fais gaffe, sur le chemin du retour, il y a des travaux et parfois, les ouvriers laissent des bouches d'égout ouvertes. Je rentre à la maison. Il y a plusieurs de voitures de police devant l'immeuble. Ils sont en avance. Je leur dis que j'habite là, ils me laissent passer le barrage. Je prépare le dîner. J'épluche les patates. L'appartement est très calme. Ophélie ne fait pas un bruit. Elle est parfaite. Elle ne fait vraiment aucun bruit. Je pose la pomme de terre et le couteau économe. Faut que j'aille vérifier qu'elle est bien là. Qu'elle va bien. Il me fait marrer le docteur quand il dit qu'il faut arrêter de vérifier tout le temps que j'ai rien fait de mal à ma fille. C'est mon monde. Comment je pourrais être sereine sans vérifier qu'elle va bien ? Mais comment elle pourrait aller bien avec une mère comme moi, toujours en panique, toujours à me demander si je lui ai pas fait du mal, si je me suis pas fait du mal ? Comment tu peux grandir si ta mère déboule toutes les 10 minutes dans ta chambre pour vérifier qu'elle t'a pas buté 10 minutes plus tôt ? Le traumatisme ? Je veux pas faire ça à ma fille, faut que j'aille mieux. Faut que je me batte. Faut que j'arrive à me convaincre que j'ai pas jeté la prunelle de mes yeux dans une bouche d'égout. Je continue d'éplucher des patates. C'est la fin. Waouh, Ok, bravo. c'est angoissant. C'est angoissant. Je sais pas. Je pense qu'on a vécu un moment unique. Je sais pas si tout le monde à la maison a pu entendre la fin. En tout cas, c'est spécial. Bon, je peux pas en parler très bien parce que j'ai écrit une partie, mais c'était intéressant de travailler sur ces phobies d'impulsion avec Ambre, qui les connaît très bien. Ah oui, Ambre. Vous avez 3 secondes avant que je fasse tous exploser. Et ouais, c'est assez fascinant. Est-ce que vous avez, vous, des phobies d'impulsion À ce degré-là, franchement, non. Bah disons que l'histoire commence très fort. Donc bon, de là à ce que ça aille jusqu'à la pulsion meurtrière, effectivement, non. Quand on conduit, oui, parfois on se pose la question qu'est-ce qui se passe si là je freine pas ou Qu'est-ce qui se passe si j'éclate le petit qui traverse, ouais, ça va pas jusque là, mais Qu'est-ce qui se passe si je pousse mon pote qui est accoudé au balcon ? Ah Rassurez-vous, il n'y a pas de balcon dans cet immeuble. Oui, dans la salle actuellement, il n'y a pas de balcon. Je Donc- suis à côté de la fenêtre quand même, donc je suis un peu là, mais ça devrait aller. mais ça te rassure Ambre de voir que t'es pas seul du coup Bah écoute, je sais pas si je suis rassurée, mais le passage à l'acte est totalement décorrélé. Oui, voilà. Il y a une licence, ce qu'on appelait une licence poétique sur cette histoire, qui entretient une frontière floue entre la phobie d'impulsion et la réalité de l'action criminelle. Les médecins sont unanimes, il n'y a pas de corrélation. Voilà, c'est le moment pédagogie. Si jamais vous souffrez à la maison de phobie d'impulsion, sachez que c'est 100% décorrélé du passage à l'acte. C'est pas comme cette histoire. Cette histoire, bon, évidemment c'est une histoire vraie, mais c'est aussi une histoire. Donc il faut pas avoir peur. C'est le début de ma biographie d'ailleurs. Vous aurez la suite.
Épisode 2 en prison. Génial. Bah, puisqu'on parle de phobie, puisqu'on parle de peur, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, vous ici, de vos plus grandes peurs? J'ai un peu une impression de déjà vu. Pareil, vrai. ouais, c'est... Pas du tout. Ok. Mais c'est normal, c'est de la fatigue. Ça arrive. Sachez aussi que les déjà vus, comme on les appelle, ça vient d'un cerveau fatigué. Voilà.